Je vais commencer par continuer un tout petit peu de réclame parce que je vais me faire le porte-parole des petits sponsors de Didier, mais les petits ruisseaux font les grandes rivières, qui n'ont pas eu la chance d'avoir eu un clip fait par Grégoire et interviewé par Didier, mais qui ont quand même des stands et vous pouvez les voir pour ce qui est de Your Voice, puisque je les représente ainsi, un peu aussi. On a mis sur les tables un recueil de témoignages qui peut vous intéresser. Voilà, ça participe du même esprit. Bon, je reprends ma casquette d'animateur de cette dernière table ronde. Après, il y aura encore des témoignages, mais c'est la dernière table ronde. Alors, je vous l'ai dit, mesdames, messieurs, on a intérêt à être bons, parce que voilà, on est les derniers, donc ça va être la meilleure, il n'y a pas de doute. D'abord, pour une raison, c'est que nous, on a la parité. Voilà, bon, on a... bon, déjà, ça commence bien. Bon. Alors ensuite, je dois dire que, y compris Marc, même si il représente ici la ZANEB et la FHF, voilà, à force, je les mélange tous, moi. Bon, mais ils sont tous, elles sont toutes des vieux routiers alors des rencontres de Nice d'une part, et aussi de cette configuration où les 4 fédérations françaises sont... alors on pourrait y en avoir un peu plus, il y en a un peu plus de 4, mais disons qui représentent les différentes modalités notamment d'hospitalisation. Unicancer sera aussi là tout à l'heure avec la personne de Sophie Beaupère. Et puis on s'est quand même, en travaillant un peu avec Didier et avec... à cette table ronde, on s'est rendu compte qu'on avait un peu oublié cette année bon, voilà, les médecins libéraux. Et puis, alors, on a, bon, enfin, même si Philippe est là et il sera là tout à l'heure, mais j'ai demandé dans leurs interventions que Elisabeth Parlachadet, Lamine, bien sûr, en tant que dirigeant de cliniques qui ont des médecins libéraux, et puis Marie-Sophie et même Marc, s'il le souhaite, qui n'oublie pas non plus le point de vue des médecins libéraux dans cette question qui est celle de cette table ronde, coopération et territoire, où on en est et où on va demain dans cette question. Alors, première question que je vais poser aux 4, et puis je vais essayer de ne pas trop les ménager, c'est de dire, bon, avec le recul qu'on a de la pandémie, c'est pas tout à fait terminé, mais enfin, on s'en vient ou on s'en approche, comme disent nos amis de Québec. 5 ans après les GHT, on en a parlé. J'ai eu la surprise de voir mon ami Didier faire une saillie tout à l'heure sur les GHT, mais ça prouve que c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Quelques années après la mise en place des CPTS, des PTA, maintenant on a entendu tout à l'heure parler des SAS, on a entendu aussi parler des DAC, et à l'heure aussi de ce qui a été transformé, peut-être transformer la relation territoriale, peut-être pas dans les établissements, mais dans le système de santé, c'est-à-dire la télésanté, le télétravail. La question que je voudrais vous poser à tous les 4, c'est où on en est vraiment aujourd'hui, de votre point de vue, des territoires de santé. Est-ce qu'on est plus ou moins organisé qu'il y a 10, 20 ans? Et surtout, est-ce que c'est plus lisible pour le patient? Alors, vous avez en partie répondu dans cet excellent ouvrage, donc on ne cesse pas de faire la publicité, mais que vous emporterez et que vous lirez. Mais c'est vraiment cette lecture des territoires via l'expérience, via le recul aussi des différentes réformes qui ont eu lieu. Elisabeth, je te donne la parole en premier. Pas de peau. Je me serais inspiré autrement de ce qu'aurait dit le premier, n'a pas de chance. Hein. Mais il en fallait une, effectivement. Alors, pour répondre, et vous comprendrez aisément que le prisme sous lequel je vois la coopération et les territoires, c'est celui de l'activité dont je m'occupe, donc de l'hospitalisation à domicile. Mais à la fois, c'est un bon exemple, parce que l'hospitalisation à domicile, finalement, si on ne coopère pas avec le monde hospitalier, qu'il soit public ou privé, et si on ne coopère pas avec les libéraux, c'est simple, l'hospitalisation à domicile n'existe pas.
Donc c'est assez simple, la coopération, même si on ne veut pas en faire, on est condamné à en faire, autrement l'activité d'hospitalisation à domicile est indigente. Et pour reprendre sur ta question au niveau des territoires, est-ce que les choses ont changé? Je précise aussi une chose, c'est qu'il se trouve que nos établissements d'hospitalisation à domicile sont autorisés sur des territoires identifiés et désormais d'ailleurs identifiés par le biais des listes des communes. Donc cette ambiance générale de la coopération et du territoire, c'est notre ADN, pour faire simple. Est-ce que aujourd'hui les choses se passent bien? Est-ce qu'elles se sont mieux passées à l'occasion du Covid? J'y reviendrai dans quelques instants. Est-ce qu'elles se passent bien? Non. Non. On a parlé tout à l'heure des GHT et j'avoue que Jérémy tout à l'heure qui évoquait avec délicatesse et diplomatie des expériences qui ne sont pas obligatoirement aussi positives que celles que Rodolphe notait. Nous, les expériences qu'on en a, inutile de vous dire que les établissements d'hospitalisation à domicile sont la 5e roue du carrosse. Bon. Donc on n'est pas identifié, y compris bien évidemment, et je me place que dans cette perspective-là, quand les établissements font la démarche d'être identifiés. Est-ce qu'au niveau des agences régionales de santé... On y reviendra tout à l'heure, dans un deuxième temps. Bon. Donc au niveau des territoires, est-ce qu'on l'est du côté du monde libéral? Moi, j'attends avec une grande impatience l'installation opérationnelle, c'est-à-dire pas sur un papier, pas les réunions des CPTS, mais vraiment l'opérationnalité des CPTS, parce que pour nous, ça sera effectivement une interface qui est une interface indispensable plutôt que d'émietter nos relations avec les uns ou avec les autres. Mais aujourd'hui, ce n'est pas en place. Tu as cité... j'ai cité là, moi, CPTS et GHT. On a évoqué tout à l'heure, et cela a été recité, les plateformes territoriales d'appui, les dispositifs d'aide à d'accompagnement de la coordination. Mais c'est exactement ce qui a été dénoncé. On est toujours et encore dans les empilements. Alors, les DAC, normalement, sont précisément là pour réunir PTA, Maya, etc. Mais je constate dans certains endroits qu'on est en train, en réalité, non pas de réunir, mais de mettre une couche en plus. Et que dans un certain nombre d'endroits, je n'aurais pas la cruauté de citer certains exemples précis et territorialement identifiables, mais je constate qu'effectivement, il y a des interlocuteurs qui étaient déjà éligibles au dispositif PAERPA, qui étaient éligibles au dispositif PTA, qui bizarrement étaient aussi un réseau et qui sont désignés pour être le DAC. Et à chaque fois, bien évidemment, chacun de ces acronymes a une vertu, c'est qu'il permet aussi d'avoir des financements. Oui. Bon. Et donc, on se retrouve avec des interlocuteurs qui ne sont pas dans l'esprit de ce que devraient être ces institutions de coordination et pas d'effection, et qui, dans un certain nombre de cas, ne veulent même pas engager le dialogue avec les acteurs que sont les SIAD, que sont l'HAD, que sont éventuellement... querelle de chapelle, parce que j'ai y compris parfois vu entre libéraux, non, je ne veux pas aller travailler avec ce groupe qui est dans tel pourtant territoire, etc. Donc non, est-ce qu'aujourd'hui il y a une amélioration? Alors c'est vrai, et j'en finirai là, ouais. À l'occasion du Covid, c'est vrai que ça s'est mieux passé, parce qu'à un moment ou à un autre, on a tous eu quand même un sérieux coup de pied dans le derrière, quoi. C'est-à-dire qu'on s'est dit nom d'un chien, c'est en train de chauffer, ça sent mauvais, on a quand même un peu intérêt à nous remuer. Et on a effectivement dépassé ces aspects de querelle, parce que effectivement, curieusement, je pense, les enjeux nous sont apparus à tous un peu plus importants, et ce qui était des obstacles hier l'était moins. Mais j'ai le sentiment qu'on est en train, doucement mais sûrement, de revenir dans notre travers précédent. Marie-Sophie, je te pose la même question. Pour la transition, ça m'est venu comme ça, mais pour moi, DAC, c'est avant tout le nom de Pierre. Quand même le prince de l'absurde qui avait quand même dit il vaut mieux s'enfoncer dans la nuit qu'un clou dans la fesse droite. Mais je pense qu'il avait raison. Voilà. Bon, Marie-Sophie. Alors je vais être un peu moins sévère
qu'Elisabeth, parce que moi, ce qui me frappe quand même, c'est l'idée qui s'est développée et qui s'est notamment développée chez les plus jeunes, qui est l'idée de travailler en équipe. Et je trouve que quand même, cette dynamique du travail en équipe dans les territoires, j'allais dire, c'est presque devenu un poncif, mais c'est plutôt bien hein, quand ça devient un poncif. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est considéré comme qu'une évidence. Et que, alors si je prends côté libéral, d'abord les MSP, maintenant les CPTS, etc. Alors certes, on change d'acronyme en permanence, mais en même temps, la dynamique demeure toujours la même. C'est-à-dire, c'est quand même une logique d'équipe sur un territoire donné. Donc, je pense que la dynamique est bonne. Sur la lisibilité pour les patients, parce que c'était aussi une de tes questions, c'est vrai que dès lors qu'on voit une MSP, qu'on voit une CPTS, etc., bah, on sait où aller. Quoi, je veux dire. Donc, à un moment donné, pour la population, c'est quelque chose qui est relativement évident. Ce qui demeure très compliqué, y compris en lisibilité pour les personnes et en fonctionnement entre professionnels, c'est dès lors qu'on sort du monde libéral ou qu'on sort du monde public avec les GHT, ou que l'on voilà ou qu'on sort de la logique simplement accompagnement médico-social et qu'on se retrouve avec des personnes qui vont avoir besoin de soins, qui vont avoir besoin d'accompagnement, bref, qui, du fait de leur parcours de vie et de parcours de santé, vont nécessiter de multiplier les réponses venant de lieux différents. Et alors là, c'est le moment où on atteint la complexité, et c'est là, effectivement, où on se rend compte que les dispositifs de coordination qu'on s'efforce de mettre en place au fur et à mesure, réseau, PTA, DAC et autres plaisanteries de ce type-là, ça imprime pas, c'est pas lisible, et ça fonctionne pas. Et donc on a un problème, j'allais dire, culturel chez nos professionnels, on a des problèmes de statut, et puis peut-être également qu'on a des sujets autour de la puissance publique sur comment on fixe des objectifs en termes de population, c'est-à-dire des contrats sur des logiques de responsabilité populationnelle à tous les acteurs qui sont sur un même territoire donné. Voilà, donc un constat mitigé, même s'il est un peu sévère, lorsqu'il y a complexité de réponse. Lamine, les cliniques et peut-être au-delà aussi, tout ce que représente le privé, dont on a quand même beaucoup entendu parler pendant cette journée et demie, est-ce qu'ils sont vraiment devenus des acteurs de territoire? Alors déjà revenir sur la table ronde précédente, sur le trou de l'hôpital public et l'EBITDA des cliniques privées. Répondre au médecin qui a fait cette réflexion, de dire que moi je suis prêt à reprendre un hôpital public, de gérer son déficit et de le transformer en EBITDA. Et je pense qu'on devrait y arriver très facilement et on verra que le patient, finalement, on le retrouve et il est au milieu. Voilà, je prends le pari et je le dis avec sourire. J'y comprends rien, Benoît. J'y comprends rien. CPTS, GHT. Heureusement, les GHT, ça ne marche pas. Heureusement, sinon, on aurait été broyé, on aurait disparu. Ça ne marche pas. Donc ça, c'est parfait. Les CPTS, c'est 300 000 € par CPTS. Je ne sais pas ce qu'ils font avec les fonds. Ils réfléchissent à dépenser l'argent, ok, mais je ne sais pas. SAS, je ne sais pas, c'est le 15 de la régulation, un médecin libéral, je ne sais pas, DAC, mais voilà. Et pourtant j'estime, ou alors je suis complètement dépassé, être un professionnel de la santé. Alors j'imagine le patient, qu'est-ce qu'il demande le patient? Il prend sa prothèse, il dit, voilà, j'ai un problème de peau, je veux un dermato, hop, 8 mois. J'ai un problème à l'œil, 7 mois. Par contre moi, quand j'appelle, c'est demain le rendez-vous que je l'ai. Ouais. Demain. Ouais. Et ça me choque. Ouais. Ça me choque et ça m'horripile. Parce que si tu es informé, tu as le rendez-vous demain. Si tu n'es pas informé, tu as le rendez-vous dans 6 mois, 8 mois. Lamine, tu as été gentil il y a 15 jours avec Olivier quand tu l'as accueilli à Marseille. Là, Parce que c'est compliqué d'être... C'est compliqué. Mais j'ai changé. Ah bon? J'ai changé. Parce que, les relations...
les relations sont complexes. Et puis quand il y a quelqu'un en visio qui fait 4 sur 4 et qu'il est à 800 km et que tu es à 30 mètres, c'est compliqué si tu veux. Quand tu taquines quelqu'un, tu dis voilà Marisol, non je plaisante, allez Marc, je t'ai agressé, mais vraiment je t'aime bien. Voilà. Mais si tu veux, tu peux le faire. Tu vois. Mais quand il est en visio et qu'il coupe le micro parce qu'il a ses conseillers qu'on voit pas et qu'il donne les réponses parce qu'il est un peu... Voilà, c'est compliqué. Donc ça se tend. Et donc ça se tend de plus en plus. Parce que ça me fait penser sur l'habillage, là, l'habillage de tous ces réseaux, etc. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de médecins. Enfin, il paraît qu'il n'y en a jamais autant eu qu'aujourd'hui, mais il n'y en a plus de disponibles comme on le voudrait. Donc on habille ce manque de médecins, comme à l'époque, et là je vais être un peu taquin, on habillait le fait qu'il ne fallait pas porter de masque parce qu'on n'en avait pas. Oui, on nous expliquait, les masques, c'est pas bien de le mettre parce que si tu sais pas le mettre, de toute façon, tu vas... Il n'y en avait pas, il n'y en avait plus, donc voilà. Donc c'est un peu pareil, il n'y a pas de médecin, donc on explique comment tu vas rentrer dans un réseau, mais j'y comprends rien. Et le patient, le client, moi, pour moi c'est un client, c'est pas un patient, c'est un client, voilà, il faut le dire les choses, mais que je soigne. Ouais. Et bien, heureusement, on l'a vu pendant la pandémie, il s'y perd, il perd ses repères, donc il faut qu'il y ait un fléchage simple, c'est-à-dire une plaque de médecin, une réponse, et qu'on évite de complexifier. Mais ça devient imbuvable et je reste... On va y revenir. Marc, je t'ai donné la parole l'an dernier parce que l'hôpital va entendre tout ça. Tu vas nous dire, puis je n'oublie pas ton parcours non plus, mais tu vas nous dire tel un sphinx, bon, tout ça, ça passe, mais l'hôpital reste ou pas, ou au contraire? L'hôpital reste. Je ne veux pas rebondir sur les BIBDA, le déficit. Je rappelle juste qu'il y a quand même énormément d'établissements de santé qui ne sont pas déficitaires. Il y a quelques très gros avec des gros déficits et puis il y en a qui s'en sortent pas si mal. Mais c'était juste pour répondre à la petite taquinerie de... C'est vrai que les BIBDA des publics s'est amélioré en 2020 grâce à la garantie d'activité. Enfin, ouais, ça c'est encore une autre taquinerie. Non, il y a des établissements qui sont structurellement à l'équilibre, voire excédentaires. Ouais. Et on pourrait citer... Et il y en a structurellement déficitaires, comme celui que j'ai dirigé pendant 5 ans. Donc. Voilà. Alors, non, mais pour être sur le sujet, autre point, sur les GHT, les GHT ne marchent pas. Il y a des GHT qui ne marchent pas. Mais il y a des GHT qui marchent. Je vais donner un exemple. Non pas en citant un GHT, je pourrais, je pense celui de Verdun, etc. Donc du coup, ça y est, j'ai cité. Si les GHT ne marchaient pas, comment expliquer que, c'est pas moi qui le dis, c'est l'adresse, que les établissements médico-sociaux, en fait les EHPAD, qui étaient en lien avec un GHT, voire qui appartenaient à un GHT, ils ont eu un taux de mortalité du Covid qui est 40% inférieur. Encore une fois, c'est pas moi qui le dis, je vous renvoie à la livraison de l'adresse de juillet. Ça prouve que ça peut marcher. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ces établissements, ils ont bénéficié d'équipes mobiles de gériatrie, de hotlines gériatriques, d'intervention de l'HAD, etc., etc. Donc, ça a une certaine force. Les GHT, je ne crois pas que ça soit systématiquement inefficace. Par contre, c'est vrai que... Marc, tu aurais préféré que ce soit une réforme faite par la loi, c'est-à-dire un top-down quand même, ou alors une réforme, comme moi je pensais que ça était peut-être plus efficace, qui soit faite... par le contrat, par le territoire, par la région, par... Ça aurait été évidemment préférable. De la même manière qu'il était préférable que les gens, comme au Danemark, comprennent qu'il fallait se faire vacciner. 97% des soignants au Danemark sont vaccinés sans obligation vaccinale. Mais comme ça avançait pas trop, il a fallu passer par des méthodes peut-être plus contraignantes. Alors, sur la question du territoire, qui ne se résout pas évidemment au GHT, il y a quand même des choses qui peuvent être intéressantes ou qu'il faut renforcer. Évidemment, j'ai envie de parler de l'hôpital de proximité. C'est une vraie innovation, l'hôpital de proximité, en tout cas potentiellement. Pourquoi ? Il y a l'aspect financier, c'est-à-dire on sort de la logique de la T2A. Ça ne sera efficace, je dis tout de suite, que si... derrière, on part sur des indicateurs. Parce que l'idée de l'hôpital de populationnel, comme l'a dit. Populationnel, exactement. D'ailleurs, l'enveloppe complémentaire que les pouvoirs publics ont bien voulu mettre sur la table, c'est pas que public, d'ailleurs, les hôpitaux de proximité, c'est majoritairement public, mais pas que. Elle s'appelle de responsabilité populationnelle. Et si on veut que ça marche, il faut qu'il y ait des indicateurs sur des objectifs précis
et qui permettent d'avancer. Et deuxième sujet qui est fondamental, c'est que pour être labellisé, il faut avoir créé un lien avec la CPTS, plus d'autres acteurs, élus, usagers, médico-sociaux, mais ce qui est obligatoire, c'est le lien avec la CPTS ou une organisation ad hoc des professionnels de ville quand il n'y a pas de CPTS. Ça, c'est une innovation importante, et puis elle ouvre aussi la possibilité de modifier, d'intégrer dans la gouvernance de l'établissement public des acteurs du territoire. Donc moi, ça, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Tu mets en avant des... On a mis ce matin Valenciennes en avant. Dans l'organisation par pôle, on aurait pu reparler de Bayonne à une époque. Moi, je connais le directeur de Niort qui commence par aller voir les médecins de son territoire et dont la CPTS, dont l'hôpital et les libéraux font partie intégrante de la CPTS. Donc ça, c'est vraiment l'exemple, enfin l'excellence par l'excellence. Je te coupe, parce que, mais on va y revenir. Juste avant de passer à ma deuxième question, quand même, Lamine, les cliniques avec justement le territoire de proximité, ça a un sens pour toi? Oui, mais l'hôpital de proximité, tu parles de l'hôpital public, c'est Agnès Buzyn qui l'a lancé. Oui. C'est 2 ans et demi, on n'a pas encore un budget de fonctionnement sur l'hôpital public de simulation. Comment tu veux qu'on y aille? Il y a plein de copains qui veulent y aller parce qu'on maille le territoire. On a des petites cliniques, soins de suite, qui peuvent avoir de la médecine chirurgie, qui peuvent avoir aussi un accueil de soins non programmés. On a une centaine d'établissements qui seraient intéressés sur le territoire. Ça fait 2 ans et demi que je demande. Alors, il y a eu la NAP qui a travaillé dessus. Il y a plein de beaux cerveaux. J'ai pas un budget. Où, quand, comment, combien? Je sais pas. Donc, moi, je serais intéressé pour y aller. Je sais pas. Je peux pas basculer. Je ne sais pas. 2 ans et demi. Non, mais ça va pas, quoi. Faut arrêter. 2 ans et demi, on n'a pas là, il faut demander au ministère. Mais on nous c'est pas dit toi, Marc. Oui. Parce que je suis fâché contre toi, mais contre ce que tu représentes en ce moment. Mais on va en parler après, je pense. Allez, deuxième série de questions. Malheureusement, les questions seraient très nombreuses autour du territoire, parce que finalement, ça fait un peu la synthèse de tout ce qu'on a dit. Les ARS. Alors, j'ai intitulé cette série de questions de la mise au pilori à la réhabilitation totale. Bon, on a entendu Philippe de Mester tout au début qui a dit ouais, ben, on a vraiment souffert. Cela dit, on a une satisfaction quand même, c'est que j'ai pas vu moi le sondage, mais dans les services publics de proximité pendant la crise, ben, les ARS ont été quand même identifiés. Et pourtant, ceux qui sont autour de cette table savent que le couperet n'est pas passé très loin quand même à un certain moment, notamment au début de la crise. Alors je vais donner la parole d'abord à Marie-Sophie parce qu'elle a eu, je ne sais pas si l'honneur, la chance, comme moi, de diriger une ARH, c'était pas bon. Et une ARS, oui c'est vrai, tu es un des rares, il y en a eu quelques-uns qui ont dirigé à la fois une ARH et une ARS. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui, presque post-Covid? Les ARS, ça reste plutôt une force, plutôt une faiblesse? C'est quoi vraiment les forces? On a beaucoup parlé, on a un peu parlé du casting, moi c'est un de mes dadas, mais on a aussi parlé de la représentation territoriale, justement, départementale, et qui était parfois une faiblesse. Qu'est-ce que tu dirais, toi, et en tant que président de la FEAP aujourd'hui, tes relations avec les ARS, ça se situe comment? C'est-à-dire que moi, je considère que beaucoup de critiques qui ont été faites sur les ARS étaient en réalité des critiques qui étaient à renvoyer au ministère de la Santé. Parce que la problématique des ARS, c'est qu'elles croulent sous les directives circulaires et que, j'allais dire, notre État jacobin n'a pas réussi à laisser une zone d'autonomie et de responsabilité suffisante au niveau régional. Alors c'est vrai, on le dit, la Covid
a fait que, d'une certaine manière, il a fallu reprendre un peu la dynamique territoriale. Mais voilà, donc je trouve que les critiques étaient plutôt la direction du ministère et non pas des agences régionales de santé. Alors, est-ce que ça a du sens? Oui. Parce que la région a du sens, parce qu'on vient de parler tous des logiques de territoire et qu'on ne peut pas gouverner et organiser des réponses du niveau national alors que nous avons des territoires très différents entre Verdun, Nice et d'autres territoires. Alors, est-ce que les agences régionales de santé ont tout fait bien? La réponse est non. Enfin, je veux dire, parce que d'ailleurs, qui peut dire qu'il a effectivement tout fait bien? Quelles sont les limites? Il y a eu tout d'abord des limites en termes, j'allais dire, de compétences des femmes et des hommes qui étaient en agence régionale de santé. Alors, je sais que dans le casting, toi, tu penses toujours au DG, mais je considère qu'effectivement, ça a été une difficulté du démarrage, c'est d'avoir un certain nombre de professionnels qui venaient d'horizons très divers, qui étaient plutôt dans des logiques de contrôle, qui étaient plutôt dans des logiques très administrées, alors qu'il fallait faire changer la philosophie. Et donc, ce temps-là de faire évoluer les compétences des agences, ça a été du temps long et trop long. Et on retrouve la même chose maintenant au niveau des départements, c'est-à-dire les compétences qui existent. Alors côté donc délégation ARS d'abord, hein, donc les compétences qui existent, on n'a pas suffisamment, j'allais dire, d'animateurs. On n'a pas suffisamment de contrôleurs, pas assez d'animateurs. Oui, absolument. Et donc, on a besoin de ces animateurs, en sachant que c'est quand même une organisation matricielle assez compliquée entre ceux qui allouent les moyens et qui, objectivement, obligés d'être au niveau régional, et ceux qui sont dans les accompagnateurs de terrain. Ce qui me permet de faire juste d'obliquer 30 secondes en disant que quand on parle des problèmes de gouvernance, on a un sujet majeur qui est la question du département. Oui, pour le coup, qui n'a pas été exemple de toute critique, non. Quoi qu'en dise l'Assemblée des départements de France, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui n'ont pas été au rendez-vous, parce qu'on a une loi 4D qui est en cours de discussion qui va strictement rien changer. Il y a une loi ? Oui, pareil. Ah bon à la dynamique de pilotage, et qui veut dire que pour des acteurs de santé qui sont et dans le champ du soin et dans le champ du médico-social, ils vont continuer à avoir des logiques de financement en tuyau d'orgue, ils vont continuer à avoir des donneurs d'ordre qui sont des donneurs d'ordre différents et qui ne sont pas foutus de travailler ensemble, parce que si les ARS avaient un problème de compétences, alors les départements ont un problème de compétences multiplié par 2. C'est-à-dire que là, ils sont vraiment restés dans des logiques de contrôle de facture et de logique budgétaire, et avec un vrai problème d'enjeu stratégique. Donc oui, on demeure avec quelques difficultés. Lamine, tu as connu combien de directeurs d'ARH et d'ARS dans ta belle région qui n'a pas disparu, mais qui s'est fondue dans une plus grande région, et puis tout ce que tu entends de tes ouailles. J'ai connu la création des ARH, avec François Gratteau. Ouais. L'ARS... Fais gaffe, il a fini à la FEAP, hein, donc il y en a une autre qui a fini à la CSMF. Mais quand on aura fait une grande fédération des cliniques et hôpitaux privés, il n'y aura plus de difficultés. L'ARS bashing n'a pas commencé avec le Covid, il a commencé avec les Gilets jaunes. Quand le président Macron a fait son tour de France et qu'il a entendu certaines complaintes vis-à-vis des ARS et qu'il voulait remettre de la préfectorale dans la gestion. C'est parti de là. C'est vrai, tu as raison. Et après, le Covid, le grand test, et Christophe Landelong qui a fait les frais, je dirais. Moi, je soutiens Christophe parce qu'il n'a pas démérité, et puis il a fait les frais, je dirais, de la première vague qu'il a pris en pleine poire. Sans Aurélien Rousseau en Ile-de-France, on aurait disparu le privé. On aurait été annexé par la PHP, qui voulait nous réquisitionner, notre matériel, nos infirmières, nos médecins. C'était impossible. C'est lui qui a tenu. Et on a fait 30%, on a pris en charge pendant 30% des personnes d'animation. Il est sorti en burn-out, il a eu 19 plaintes. Non, mais il a eu 19 plaintes. Ouais. Je ne sais pas si tu imagines. 19 plaintes. Et soutien aussi, c'était la clinique d'Agnès Buzyn, soutien à Agnès Buzyn. Ouais. La France est le seul pays au monde qui met, non pas en examen, mais qui met en cause les ministres de la Santé et autres. C'est le seul pays au monde. Et je pense que l'Angleterre, ils ont fait beaucoup de bêtises, les États-Unis aussi, ils ne sont pas mis en cause. C'est le seul pays. Le chef d'inculpation d'Agnès Buzyn, et puis j'arrête d'en parler, c'est 400 000 pages
400 000 pages, un monde de fou, quoi. Voilà. Donc là, mon soutien à tous ceux qui ont œuvré. Il y a pire que le code de la santé en taille. Oui, d'ailleurs, sur les 5 ans, à venir, moi, j'ai une demande, ça sera partie de Ah non, on va, ça c'est tout à l'heure. C'est la dernière question. L'ARS bashing, moi je soutiens les ARS, par contre, il faut qu'il y ait une délégation territoriale qui ait plus de poids, un renforcement des élus avec les régions. Je pense qu'il y a une synergie à avoir avec les régions, qui ont beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Ouais, donc, il suffit de voir Cédric. Voilà, Cédric, il est à l'aise, il a plein de nouvelles missions. Il vient en voiture danoise. Voilà. Sa patronne gère des milliards. Voilà. Je pense qu'il faut qu'il y ait avec les ARS, qu'on puisse avoir un peu des partenariats. Elisabeth, non, j'avais dit que je passerais à Marc et j'en finirai par Elisabeth. Excuse-moi. Marc, les ARS, tu les as bien connus puisque un peu. Voilà, un peu. Alors, juste un mot. Visiblement, on n'est pas d'accord surtout avec Lamine, mais sur le soutien qu'il a évoqué, je le partage. Ouais. Mettre en examen les capitaines pendant la bataille, c'est n'importe quoi. Oui, c'est vrai. Bon. Alors, c'est pas pour faire un pas de côté. Bon, les ARS, évidemment, elles ont répondu. Je partage énormément tous les points qu'a évoqué Marie-Sophie. Simplement pour dire que, de manière objective, les ARS étaient là pendant la crise. On avait un sondage auprès de nos adhérents sur la question qu'a évoquée aussi Marie-Sophie de Sol, c'est après tout ARS ou conseils départementaux. Le résultat est cinglant. Quand on demande aux établissements médico-sociaux de la FHF, 3500, il y en a 800 qui ont répondu, c'est pas mal. On leur dit, est-ce que vous préférez le statu quo, c'est-à-dire le mélange de tout actuellement, où tout le monde est responsable de tout, les deux instances, ou vous préférez la bascule vers l'ARS? 70% disent on préférerait une gestion ARS, 5% une gestion conseils départementaux et 20% le statu quo. Donc bon, nous, on voudrait vraiment que les pouvoirs publics aient le courage de trancher cette question. De trancher cette question de la gouvernance en disant il n'y a pas besoin de se mettre à deux. C'est comme pour rembourser 22 € de consultation. On n'a pas besoin de se mettre à deux. Se mettre à deux pour... Ça, j'ai l'impression qu'Olivier Véran a l'intention de s'en occuper, mais c'est un autre truc. On n'a pas besoin de se mettre à deux pour tarifer un établissement. Ouais. C'est du temps perdu. C'est ouais. Bon. Là où il faut se mettre à deux, c'est sur la planification, sur les objectifs. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas un document à l'ARS et un document au conseil départemental, il faut un document conjoint et co-signé qui engage les deux. Et puis, sur l'organisation des ARS, évidemment, avec les grandes régions, moi je partage, il faut déconcentrer avec une vraie délégation de pouvoir, sans revenir au DAS, parce que ce n'est pas ça, qui puisse accompagner les acteurs sous le pilotage régional, d'allocation de ressources, etc. de l'ARS. Et un dernier mot, s'il y a des problèmes parfois de fonctionnement, il y a des problèmes de ressources humaines, bon, et on a réduit les effectifs un peu parfois dans certaines ARS, pas forcément toujours, il y a parfois des gens qui sont peu expérimentés, qui sont en charge de difficultés, mais il y a aussi un sujet, c'est la question de la gouvernance nationale. Parce que le nombre de tuyaux qui arrivent sur la tête du directeur de l'ARS, tuyaux non coordonnés, et là-dessus, quand on en parle au pouvoir public, c'est niette. Or, et je finis là pour ne pas être long, pendant la crise sanitaire, un responsable d'établissement qui aurait eu du MCO, de l'HAD, de l'EHPAD, il recevait 3 documents différents pour lui dire combien de masques il fallait qu'il distribue. Ça a été impossible d'avoir un document commun parce qu'il y avait des directions qui étaient en charge. Heureusement, au début, il n'y en avait pas. Donc, il faut peut-être penser aussi à cette gouvernance nationale qui complique beaucoup les choses. Elisabeth, pour terminer, quand on s'est connus, je ne dirais pas quand, parce que j'étais DRAS. J'étais même le président de la conférence des DRAS à l'époque et tu étais ministre. Déjà, oui. Non, mais bon, et tu as connu vraiment, de par ta fonction de présidente et aussi de gestionnaire d'HAD, tu as connu quasiment tous les responsables locaux. Qu'est-ce que, toi, ton jugement aujourd'hui sur les ARS, force, faiblesse, c'est quoi? Écoute, moi qui suis habituellement plutôt un peu sévère, j'ai plutôt la dent dure.
Je partage tout à fait le point de vue de Marie-Sophie, de Lamine et de Marc, c'est-à-dire que trop peu d'infos, pas plus de sévérité vis-à-vis des ARS. Les gens, et je suis complètement d'accord avec Marc, font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Marie-Sophie a rappelé dans son intervention les conditions de constitution des ARS, je dirais après 2 mots sur les ARH, mais des ARS. Les ARS, elles ont pris les personnels qui étaient dans les DRAS, dans les DAS, dans les URCAM, etc. Bon. Et donc, ça a été ça. Quand déjà vous mettez à la tête de quelque chose une personne en ne lui donnant quasiment aucune possibilité pour embaucher et pour choisir ses collaborateurs, il faut bien reconnaître qu'on ne place pas obligatoirement une situation de facilité. Alors, au fil du temps, des gens sont partis, des possibilités ont été données, très bien. Mais en réalité, et c'est pour ça que je fais le lien avec les ARH, que là, du coup, tous les deux, vous avez bien connu, les structures, certes, territorialement, étaient moins importantes, je dirais d'autres sur le territoire, mais surtout, elles étaient beaucoup moins nombreuses en personnes. Et je crois, malheureusement, que les mastodontes sont moins agiles. Et il faut redonner de l'agilité. Et pour redonner de l'agilité, effectivement, il faut une tête de pont au niveau régional. Elles existent et il est légitime qu'elles restent. Mais il est capital qu'au niveau territorial, et la logique veut que ça soit au moins pendant tout un temps à l'échelle du département, il y ait quelqu'un, mais qui ait les épaules solides, les épaules et les reins solides, et qui soit non pas un ordonnateur, mais qui soit le facilitateur, qui soit l'interface. J'emploie parfois le mot l'accoucheur, c'est-à-dire qu'il soit celui, parce que la puissance publique a quand même une force, qui dise aux acteurs libéraux, hospitaliers, du médico-social et du sanitaire, les élus et les patients, les représentants de patients, mais quelque part les élus en sont un peu, mais des représentants de patients, je vous réunis et on va avancer sur un projet. D'où l'importance des conférences territoriales. C'est à ce niveau-là que les projets... Et moi, mon rêve, c'est que demain, à l'échelle d'un territoire, si effectivement le diagnostic a été partagé, les besoins ont été identifiés, mais des besoins non couverts, je dis bien, c'est-à-dire de ne pas s'amuser à les refaire, ce qui existe déjà, sous un autre vocable, etc. Un besoin non couvert. Et qu'effectivement, les acteurs, aussi différents que ceux que je viens de citer, sont d'accord, mais demain, le directeur de l'ARS, il se contente de signer le chèque. C'est bien sûr une image que je suis en train de prendre. C'est-à-dire qu'on ne s'amuse pas à rediscuter, on ne s'amuse pas à réétudier, on ne s'amuse pas à remonter à Paris. Si des gens sur un territoire donné sont d'accord, avancent, et qu'effectivement le besoin est identifié, ça roule. Merci Elisabeth, parce que tu me fais faire la transition avec la dernière question, puis on est en retard. Juste 30 secondes, chacun d'entre vous, on rentre en campagne électorale pour 6 mois en France, excusez les étrangers, mais vous le savez, vous l'entendez. Au-delà des yaka faucons, chacun d'entre vous, quelle est la mesure qui, sur le plan territorial, sur le plan de la coopération, serait vraiment une avancée et un truc à défendre pour cette campagne électorale? Marc? Moi, je crois qu'il faut attaquer la difficulté de notre système de santé à la racine. Là, on est quand même en grand risque, déficit structurel, montée des pathologies chroniques. La réponse, c'est que sur les territoires, il faut des contrats territoriaux de santé faits avec les acteurs, c'est-à-dire un contrat populationnel entre les pouvoirs publics et les acteurs, avec des objectifs de santé publique et une rétribution sur objectif. Ok. Marie-Sophie, tu dirais quoi? J'aurais dit exactement la même chose, donc je vais aller vite. Non, je pense que, et ce n'est pas forcément une mesure, c'est la question de la confiance. Et donc, sur la question de la confiance, il faut donc faire bouger la gouvernance nationale. Parce que sinon, on pourra toujours avoir toutes les initiatives possibles au niveau territorial. En réalité, nous n'aurons pas la simplification et nous n'aurons pas la souplesse nécessaire pour s'adapter réellement aux réalités de territoire. Lamine,
Que le nombre de mots du Code de la santé publique soit divisé par 2 dans 5 ans. Ah, mais il me pique toutes mes idées, lui. Voilà. Mais... Et que le mot équité soit mis en fronton de chaque PLFSS. Équité, égalité avec les secteurs publics et associatifs. La fraternité, c'est les rencontres de Nice. L'équité, c'est ce que tu demandes. OK. Bon, merci. Alors, je voudrais juste terminer, parce que j'ai commencé par Pierre Dac, je voudrais terminer pour remercier Marc, parce qu'il nous a appris qu'à Verdun, il n'y avait plus de guerre de tranchées.